Nous recevons ce soir l'autrice Elodie Donatella. Et bonsoir. Normalement, ouais, les bébés derrière. Ils sont beaux. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. Et puis, ben, s'il y a besoin de poser des questions en bas, n'hésitez pas. C'est le moment, si vous voulez, apprendre à la connaître. Ou à connaître un peu plus. Hop, le temps est là. Triquetra. Donc, Elodie Di Donatella, autrice de romantaisie fantasy depuis pas mal d'années maintenant. Et puis, maman solo et d'un petit garçon de 10 ans, bientôt 11 ans. Voilà. Pas autrice à temps plein, mais autrice de nuit essentiellement. Voilà. Donc, Voilà. t'es l'autrice d'une trilogie. C'est ça, autrice d'une trilogie sur le mythe arthurien qui s'appelle Triquetra, qui est juste donc derrière Alex. Le premier tome est sorti en 2022, au passage 2022-2023. Le deuxième tome est sorti le 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme. Et le troisième tome arrive le 3 juin, qui est une date symbolique pour Triquetra de manière générale. Donc voilà, on y suit dedans les aventures d'Erin, Colin et Aidan, donc qui sont le trio qui porte la trilogie. Donc Erin qui a été exécutée au Moyen Âge pour avoir fait un enfant avec un homme qu'il ne fallait pas. Elle a suivi pendant plusieurs siècles jusqu'à nos jours tous ses descendants, de descendant en descendant, jusqu'à Colin qui est le tout dernier de ses descendants, qu'elle va rencontrer accidentellement lors d'une visite de château. Elle perd ses moyens quand elle le voit et elle se montre à lui, brisant les règles du monde des fantômes, qui est de ne pas se montrer, la règle principale. À partir de là, il y a des attaques sur le monde magique qui vont survenir en même temps, et elle va revenir à la vie sans aucune raison particulière. Donc elle va commencer à enquêter pour savoir ce qui s'est passé déjà au niveau des attaques, mais aussi pourquoi est-ce qu'elle est revenue à la vie et qu'est-ce qui est derrière tout ça. Donc voilà. Et Aedan, donc qui est un acteur pour qui travaille Colin, qui a des petits soucis de boisson, qui a tendance à être là au mauvais endroit, au mauvais moment, va se retrouver mêlé à tout ça accidentellement puisqu'il passait par là quand elle est revenue à la vie. Voilà. On est sur une romance slow burn, très slow burn, avec pas beaucoup de smut, voire pas du tout, sur le premier tome, et beaucoup plus ce côté plot twist et émotionnel que côté smut. Voilà. D'accord. Alors, je sais que nous avons une fana juste à côté de tout ce qui est la mythologie, surtout la grecque. Mais effectivement, tout ce qui est mythe ou légende arthurienne, il y en a très peu. Enfin, moi, j'en ai pas vu des masses. Donc, pourquoi avoir choisi d'écrire sur des légendes arthuriennes? Alors déjà, parce que c'est un mythe qui a pour moi un fondement qui est très présent en France, côté Bretagne notamment. On a la chance d'avoir le tombeau de Merlin dans la forêt de Brocéliande, qui fait partie du patrimoine culturel en fait, tout simplement français. Et c'est pour moi des légendes qui sont rarement utilisées dans dans la littérature fantasy ou romantasy. Souvent, elles sont placées en jeunesse. On a pas mal de Merlin qui ressort en jeunesse ou de Morgane ou des choses comme ça, mais très peu qui sont utilisées pour de la romantasy un peu plus adulte. Coucou Anna. Effectivement, j'avais envie de travailler un petit peu ce mythe-là. Alors ça remonte à assez loin, mes envies de m'approcher du mythe arthurien, que ce soit Merlin, Morgane ou Viviane. Mais j'avais pas trouvé encore la façon dont je voulais le travailler le plus possible. Et c'est venu avec Triquetra en fait tout simplement. Pas volontairement au départ, mais c'est arrivé assez vite. C'est arrivé assez vite dans l'histoire. Elle m'envoie des fleurs d'amour. J'avais Alors, déjà. pour l'avoir lu, je sais que tu as dû faire beaucoup de recherches quand même. Ah oui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il y a des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir sur d'autres livres, puisqu'on voit toujours les mêmes choses, souvent les loups-garous, les vampires, enfin, le classique. Mais toi, tu nous en sors, dont un que mademoiselle a adoré, je ne lui piquerai pas. Je lui laisse Mais aussi. moi,
Ah ouais, Et on lui laisse, hein. c'est ça. Bon, moi, pour ma part, j'étais plus fanat du côté, la petite légende que tu vas pouvoir peut-être nous raconter à nous tous, sur les deux dragons qui sont sous la tour. Absolument. Bah, alors donc le mythe arthurien, pour la petite histoire, donc remonte à des fondements à la naissance de Merlin. Donc c'est vraiment ce qui va lancer le mythe, avec sa naissance, donc où sa mère est accusée de sorcellerie et d'avoir enfanté l'enfant du diable ou d'un diable. Et donc l'enfant naît assez velu et surtout doté de paroles. Donc Merlin, à sa naissance, va défendre sa mère lors d'un procès en montrant des facultés étonnantes qui sont de lire l'avenir notamment et de connaître le passé. Donc à partir de là, il va arriver à défendre sa mère, notamment en menaçant le juge d'aller révéler ses petites affaires extra-conjugales par rapport à sa femme et à tout le voisinage. Donc le juge décrète que sa mère n'est pas coupable. C'est d'un côté très pratique. Et, donc Merlin va être éduqué pendant 7 ans sans problème avec sa mère, mais traité assez mal par ses camarades de classe pour étant un enfant sans père. En parallèle, on a le roi Vortigern qui faisait construire une tour qui n'arrêtait pas de se casser la figure et pas mal d'astrologues de la cour se sont retrouvés déjà emprisonnés par rapport à ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire tenir cette tour debout, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise il faut que vous trouviez un enfant sans père et que vous le sacrifiez pour que la tour puisse tenir debout. Donc les hommes de ce roi sont partis chercher un enfant sans père, et quand Merlin les a vus arriver, il savait déjà que c'était lui qui cherchait, et il les a accostés en leur disant c'est moi. Il a annoncé au roi Vortigern que sa tour ne tenait pas debout parce qu'il y avait 2 dragons dessous la tour qui étaient endormis, un rouge et un blanc, et que à chaque fois qu'il dormait et qu'il se retournait, la tour s'effondrait. Donc le roi a décidé qu'on allait ouvrir le sol pour faire sortir les dragons. Les 2 dragons se sont battus et le vainqueur, le dragon blanc, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas les deux, annonçait l'arrivée du roi Uther Pendragon, qui était le véritable héritier du trône. Donc voilà, C'était Uther génial. Pendragon deviendra le père de Arthur. Moi, j'avais bien aimé, effectivement, quand tu me l'avais raconté et quand j'ai retrouvé les dragons, j'étais toute Exactement, on les contente. Parce que retrouve, j'étais ils se là, sont je me retrouvés rappelle. relégués au rang de De, gardiens. de tous les mythes, pourquoi c'est celui-là dont tu t'es le plus inspiré? Parce que j'aimais sa complexité et je trouve qu'il n'a pas encore été assez creusé. C'est-à-dire que souvent on retrouve Merlin, le roi Arthur, Guenièvre éventuellement de temps en temps, Viviane, Morgane, Lancelot un petit peu, mais c'est souvent tourné de la même manière, c'est-à-dire Arthur ce grand héros, Merlin le magicien légendaire, Morgane la méchante fée selon les versions et Viviane aussi. Mais c'est rarement creusé en termes soit de faits d'un point de vue historique, contextuel, je dirais, qui fait que beaucoup de personnages de la légende se sont retrouvés, on va dire, déformés dans l'imaginaire collectif par des raisons de catholicisme qui s'implantaient à l'époque, notamment la reine Guenièvre qui a une image très pure, très chaste, et où son histoire avec Lancelot est mentionnée, mais assez tardivement. Euh, Souvent, c'était soit la faute qui était remise sur Arthur, soit c'était passé sous silence, ou c'était Mordred qui était tenu pour responsable. Et ensuite, derrière, d'autres personnages comme Morgane, qui avait une énorme popularité au temps païen. Donc, elle était considérée comme une prodige, une grande fée, une grande magicienne. Et petit à petit, avec l'arrivée du christianisme et de la figure de Guenièvre dans le mythe, elle s'est retrouvée reléguée au rang de courtisane, femme tentatrice, parce elle a été mariée de force à un homme assez âgé, qui a cassé sa pipe assez vite, et du coup, elle était veuve, mais elle ne s'est pas remariée. Elle a été prise par élève comme par Merlin. Donc c'est ce qui a fait que globalement, elle a été tournée en version assez négative dans le mythe avec l'arrivée du catholicisme, représentation de la tentation, etc. Et ouais, les femmes, nous, dans les livres, des fois, on est un peu, hein. C'est ça. Par C'est ça. contre, après, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui n'ont pas forcément le même point de vue. Moi, Morgane, pour l'instant, je l'apprécie bien.
Mais ça reste à évoluer puisque je n'ai pas lu la suite. Par contre, moi, je me suis bien attachée à Eden. Mhm. Mais pour moi, ça reste, et j'aimerais le dire, c'est vraiment un personnage moraligré, si on peut vraiment le dire. Et je pense que tu nous fais des personnages qui sont à multiples couleurs. C'est ça. Je voulais représenter vraiment pour moi en termes de figure masculine en tout cas. Déjà, je voulais pas forcément tomber dans le cliché de la figure masculine, du book boyfriend ou autre. Et surtout, je voulais représenter pas mal de défauts qu'on peut retrouver aussi d'un point de vue humain. C'est-à-dire que ce soit l'incapacité à évoluer, quoi qu'il se passe, quelles que soient les fautes qui aient été commises, l'incapacité à se remettre en question parce que on se considère toujours au-dessus. On va considérer qu'une femme, enfin un homme qui considère qu'une femme lui appartient, qu'elle n'a pas son mot à dire de toute façon sur ce qui l'attend, comme un certain, voilà. Ouais. Ben, ça, on le Il y a- retrouve, alors personnellement, on le retrouve beaucoup dans le tome 3, ce Ouais. côté-là. C'est ça. On le retrouve beaucoup dans le tome 3. Pour Aedan, pour moi, c'est une figure masculine qui fuit énormément. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au-devant des problèmes, il va préférer fuir les problèmes et se convaincre que c'est de lui que ça vient. Plutôt que d'aller essayer de faire avancer les choses ou d'aller au-delà du problème en question. En fait, Euh, Aiden, il est beaucoup renfermé sur lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il a l'impression à chaque fois de tout foirer. En fait, il te ressemble un petit peu, Alex. Alors que c'est pas tout le temps le Alors, sens. je sais pas, mais la dernière fois, elle m'a dit que j'avais des ressemblances avec Erin quand même. le tempérament, moi, me fait beaucoup penser à Erin. Au début du tome 1 et 2, parce que dans le tome 3, Erin, elle est badass. Hein, Elle s'ouvre et que sa vraie personnalité finit par enfin prendre le dessus. Parce que pour moi, Erin a un peu, a pas mal oublié sa personnalité ou n'a pas eu l'occasion de beaucoup la voir pendant pas mal de temps, puisqu'elle était en fantôme et qu'elle était focus sur un objectif. Pour moi, Erin, le temps qu'elle a passé en fantôme, c'est pas du temps où elle a maturé, en fait. C'est pas du temps où elle a évolué parce qu'elle était bloquée déjà sur une idée fixe, suivre tous ses descendants, et qu'elle n'était pas focus sur son évolution à elle. Enfin, elle avait Et plus de vie. on parle quand même d'une femme qui vient du Moyen-Âge, où en fait, la femme, elle avait pas son mot à dire du tout, surtout qu'elle venait pas du tout de quelque chose qui était noble, c'était une paysanne, donc elle avait encore moins une place dans la société que les autres. Et là, en fait, elle débarque 600 ans après, avec une place qu'on lui attribue qui est énorme dans dans les tomes futurs que t'as pas encore lu, Alex, mais elle va avoir un rôle qu'elle aurait jamais pensé avoir, qui est hyper important dans la trilogie. Et je pense que le rôle va devoir lui, enfin, elle va avoir beaucoup de responsabilités et elle en aurait jamais rêvé d'avoir un rang comme ça. Donc, tu vas la découvrir plus tard, ça va être encore mieux. Une certaine émancipation sûrement de la femme, puisqu'elle a été tellement restreinte, parce que le Moyen Âge, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les Ouais. femmes. Hein. Rien qu'au niveau des vêtements, je pense. Oui, au niveau des vêtements, déjà, Erin a fait un refus des robes dès le premier parce qu'elle était interdite de porter des pantalons. C'est pas une question de je veux pas être féminine ou autre. C'était vraiment marqué de dire je veux mettre des pantalons, je veux mettre des tenues vraiment assez masculines dans un premier temps, à connotation masculine parce que j'avais pas le droit de le faire. Par contre, elle va garder un peu de coquetterie aussi. Ses cheveux, il faut pas les toucher. Elle aime bien quand même prendre un petit peu soin d'elle sur certains points, mais ça va se marquer beaucoup plus avec le temps. Sans spoiler, dans le 3, on va avoir des scènes beaucoup plus marquées en termes de tenue et de maquillage notamment, où elle va avoir cette volonté elle-même d'y aller. C'est-à-dire que dans le 2, elle va y aller plutôt à reculons, vraiment à base de non, laissez-moi. Et dans le 3, elle comprend aussi l'importance que ça peut avoir par rapport à son histoire sur son évolution. Et c'est quelque chose qu'elle va faire sien, en fait, au niveau de ses besoins et pas qu'on lui impose. Donc c'est Et, aussi cette comment tu te situes du coup au niveau d'écriture? Parce qu'on le sait, toi, du coup, mais pour ceux qui savent pas, Elodie, elle est plutôt jardinière. que jardinière. Voilà. Du coup, comment tu la ressens l'écriture quand tu commences à écrire ton premier livre? Qu'est-ce que tu te dis? Alors pour Triquetra, c'est parti d'une idée. Donc je regardais un reportage de chasse de fantômes de Jordan Périgot. J'aimais sa chaîne. Avec un reportage qu'il a fait avec Enjoy Phoenix, notamment sur un château hanté. Et à chaque fois que je regardais en fait ces reportages, j'étais toujours un petit peu agacée par le côté peur. C'est-à-dire qu'il y avait les chasseurs qui rentraient, qui disaient ça fait peur, il y a du bruit, il y a du machin, il y a etc. Mais il y avait jamais, enfin, pour moi, dans l'idée, j'avais une idée fixe, c'était les fantômes, c'est quand même des êtres humains à la base qui sont morts. Donc,
vouloir systématiquement mettre un côté malveillant ou qui fait peur, juste c'est le côté vidéo, c'est la ligne directrice, on va dire, de ces vidéos. Au bout d'un moment, je me disais ouais bon, c'est un peu redondant quoi. Et quand Enjoy Phoenix est venue sur cette chasse, elle a tourné ça en émotionnel avec le côté, je sens la présence d'une femme qui pleure, qui était pas bien, qui a eu une vie difficile, etc. Et à partir de là, je me suis dit, mais ça donnerait quoi, en fait, si on prenait le point de vue des fantômes? Qu'est-ce que eux voient quand il y a une chasse aux fantômes, par exemple, s'ils sont là? Dans l'idée, c'est qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils se disent pas, bah tiens, on va taper dans un mur pour faire tourner en bourrique les gens, on va faire ci, on va faire ça. C'était parti de cette idée-là à la toute base. Donc c'est vraiment, en fait, c'est le premier chapitre. Et le reste, après, derrière, ça a déroulé j'ai laissé dérouler en fait en termes d'autrice jardinière du coup. À laisser les personnages prendre vie. Colin devait être youtubeur paranormal à la toute base. Donc ça ne lui va absolument pas et il s'est imposé comme étant assistant plateau d'acteur. Voilà. Mais Aidan et Erin sont assez fidèles à ce qu'ils devaient être. Mais Aidan un petit peu moins. Il y a pas mal de fêlures qui sont apparues au fur et à mesure de l'écriture. Au fur et à mesure qu'il se dévoile en fait tout simplement, même à Erin. Bah, alors moi, il y a une question qui me trotte dans la tête. C'est qu'Aidan, c'est le descendant d'Erin, mais c'est pas son fils. C'est-à-dire qu'elle avait un fils qui avait été abandonné par Erin parce qu'elle a été décapitée et qui avait été carrément abandonné par son père. Est-ce que dans toute la lignée, parce que ça fait 600 ans et du coup en 600 ans, il y a eu beaucoup de descendants, est-ce que dans un seul de ces descendants, on s'est déjà posé la question, je pense, moi ou même Alex, est-ce qu'ils ont tous été abandonnés par leur père parce que du coup Aidan aussi? Non, pas forcément. Pas forcément. Par contre, ils ont tous eu. Il y en a. Enfin, Erin fait la liste à un moment à Merlin de mémoire. Ah oui. Ils n'ont pas forcément été abandonnés. Par contre, ils ont pas eu. La majeure partie a pas eu une vie facile. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont eu soit des complications médicales, soit un héritage familial assez lourd à porter qui a posé problème dans le monde moderne. Erin l'explique, le ressort à un moment On peut aussi Il y a quand traduire même un ça. schéma qui se répète quand même, hein. C'est ça, mais on peut traduire ça aussi dans notre vie réelle. En fait, on reproduit les schémas de nos parents, de nos ancêtres et tout ça. Et en fait, Aidan, pareil. C'est ça. En fait, C'est-à-dire, moi, je pense que si Aidan, il aurait eu un enfant, par exemple, il aurait pas été en capacité de s'en occuper, par exemple. c'est-à-dire que si, pour Aedan ou Colin? Colin, non, Aidan, moi je parle d'Aidan. Parce que tu me disais que Colin, Aedan, c'est le descendant d'Erin, c'est pas le descendant d'Erin, Aedan. Ouais. Non, c'est Colin. Ouais, non, je me suis trompée. Non, mais je voulais dire ça pour Aidan, parce qu'en fait, Aidan, il a été placé par son père aussi. Il a pas eu d'enfance normale. Sa mère est morte. Aedan, oui. Pour moi, Aedan, c'est un schéma qui, pour le coup, lui, se répète vraiment de génération en génération, et ça, on le découvre bien plus tard. Et effectivement, s'il avait eu un enfant, il l'aurait abandonné aussi, probablement. En étant dans une situation normale. J'ai envie d'aller plus loin puisque la confiance se crée. Il y a cette amitié entre les personnages il va y avoir sur le petit groupe. Mm. Et je me dis aussi que la confiance qu'il place en lui, c'est aussi de mettre en avant que voilà, en fait, c'est pas parce qu'il a eu un schéma qu'il est censé le reproduire. C'est que c'est à lui de faire ses propres actes et ses propres choix. Bah, alors moi je pense que malheureusement c'est comme dans notre vie à nous, c'est compliqué parce que des fois en fait on ne sait même pas ce qui s'est passé dans notre vie intérieure ou avec nos ancêtres, on n'est même pas au courant de ça. Et en fait on est dans un schéma sans s'en rendre compte, c'est comme si on avait un héritage familial et on le connaît pas. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas connaître d'où l'on vient et de qui l'on vient et de ce qui s'est passé dans notre famille avant. Parce que bah on n'en parle pas, tu vois, là où la psychologie dans notre monde actuel elle est très ancrée, où on aime bien se renseigner. Avant pas du tout en fait. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Bon. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où c'est qu'on va. Ah, je peux t'assurer que t'as pas lu le tome 3. Hein. Mais tu vas Moi, je Alors, suis par nulle, contre, là. une question. En parlant de personnage, quel est ton personnage préféré que tu as préféré dans ton écriture et pourquoi? Il est pas encore arrivé. Le préféré n'est pas encore arrivé. Ou du moins, il se cache dans le 1 et le 2. Ah, je sais. Oui, mais c'est mon préféré à moi aussi. Ah oui. Mais celui-là, on le demande pour Noël. Après, non, parce que j'aime beaucoup sa complexité. Une fois la trilogie lue, c'est avec grand plaisir que j'aime bien en parler pour pouvoir aussi
évoquer une partie plus profonde sur sa construction. Parce que pour moi, il est une figure assez marquante sur une construction de personnage et de montrer comment est-ce qu'on peut tourner d'un côté. Après, sinon, j'irais quand même. Alors, Erin fait partie des personnages que j'ai beaucoup aimé écrire parce que j'ai aimé la voir grandir en termes d'apprentissage personnel. J'ai aimé qu'elle soit pénible, mais pénible dans le 2 parce elle est vraiment pénible. Bon, tu peux avouer, Elodie, que c'est Merlin que t'as adoré écrire. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Erin, j'ai beaucoup aimé ce côté pénible dans le 2 parce que essentiellement, elle va, comment dire, elle va devoir faire un apprentissage assez important et s'interroger beaucoup sur le côté humain des choses. Voilà, et le poids que peut représenter le côté humain. Donc, sur le 2, il y a beaucoup d'incertitudes et où elle tourne beaucoup en rond sur pas mal de sujets. Alex, décale un peu ta cam, on voit sur le côté, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu flou. De côté. Attends, Mais Bon. je savais que c'était une trilogie dès le départ, par contre. Ça, alors, je ne savais pas ce qui allait se passer dedans, mais je savais que c'était 3 livres parce que Tri, Ketra. Le côté trilogie, le 3 revenait en permanence. Alors Alex, là, on ne voit plus du tout. Encore mieux comme ça. Ah voilà, là, c'est parfait. Non, Bien mais sûr, c'est on voit pas. je sais pas, il y a une plante ou un truc comme ça. On voit pas le... C'est bon. Elle est belle ta plante. Ah, ok, ouais. Punaise, je sais pas. Alors, le rapprochement. Non mais alors attendez, c'est que elle est gentille avec nous. Elle nous met pas un résumé dans le tome 2. Elle nous dit que si on a survécu au tome 1, Je plaide coupable parce que c'est mon idée, ça, quand on en avait parlé et qu'elle savait pas quoi écrire derrière. J'ai dit, bah, mets ça. C'est-à-dire qu'en même temps, tout ce qui se passe, même dès le premier chapitre du tome 2, spoil le dernier chapitre du tome 1. C'est-à-dire que toute l'histoire vraiment est tournée sur ce qui se passe à la fin du tome 1. Donc à partir de là, mettre ne serait-ce qu'une petite ligne de résumé, c'était soit je recopiais le résumé du 1 et je le mettais sur le 2 et le 3, soit j'essayais de faire un trait d'humour avec le côté résumé encouragement. Et pareil pour le 3, parce qu'à la fin du 2, on finit sur un cliffhanger qui est un petit peu plus lourd que le premier d'ailleurs. Et ça promet. Parce que tu nous laisses plein de choses en suspens hein, sur le tome 1. oui, là aussi. Sur le 2, c'est pas tant le côté suspens le problème. Enfin si, sur un sujet principal. Je pense honnêtement que le plus dur, c'est d'avoir tout lu et de savoir ce qui va se passer et de voir lire le tome 1 en mode et vous savez rien. Et du coup, c'est trop marrant. Ah ben ça c'est oui, ça à chaque nouvelle lecture, en fait, je vois le voyage qui commence et déjà je réalise tout le voyage qu'il y a à faire. Je me dis oula, ah ouais. Et en même temps, je vois aussi les mêmes réactions qui arrivent généralement au même moment pour beaucoup et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est de me dire je vois les constructions de chaque point. Dont généralement vers le chapitre 5-6 avec une insulte qui revient régulièrement pour le même personnage. Je crois qu'il y a pas un lecteur qui m'a pas envoyé cette insulte là. Oui, il y en a un. Enfin, mais non, ouais. On dit souvent que les auteurs mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leur écrit. Est-ce que tu t'es inspiré de ta vie, de toi? Qu'est-ce que tu as mis de toi dans cette histoire? Alors, je pense qu'il y a la figure paternelle à l'intérieur. Peut-être pas pour moi, mais plus par rapport à mon fils, par rapport à mon ex qui n'a pas été un père du tout pendant 10 ans. Où je voulais explorer en fait cette figure paternelle, que ce soit aussi du point de vue d'Erin sur son ex, sur sa vision des choses par rapport à ça, comment elle a pu vivre une trahison potentielle, comment elle a pu vivre le côté abandon, le côté géré derrière, et la figure paternelle qui est pas forcément présente donc et pour plusieurs raisons différentes. Soit pour des besoins, soit pour des désirs de pouvoir, soit oui, généralement c'est pour des désirs de pouvoir là-dedans. Soit pour protection, pour éventuelle, mais voilà. Donc, il y a un côté assez, comment dire, féministe sans l'être vraiment, c'est le côté, il y a le côté femme qui ressort. c'est ça, le côté femme et le côté des blessures humaines qu'on peut rencontrer aussi de manière globale. Il y a alors, je dirais que sur l'ensemble de la trilogie, on a le pardon qui est un grand sujet aussi, la culpabilité et le pardon, surtout sur le tome 3.
Le côté manipulation, est-ce que on peut être est-ce que la manipulation c'est toujours un même schéma qui revient ou est-ce que ça peut être quelque chose qui n'est pas visible de premier abord et qui ressort d'un coup et où on s'aperçoit après qu'il y a eu une énorme manipulation? Ça peut être des choses comme ça. Alors, il y a Donc, Caro qui te demande si tu penses déjà avoir écrit ton roman signature ou pas. je pense pas. Je pense pas. J'attends de voir à quoi ressemblera le miroir et l'étoile, mais sur Trick et Tra, mes personnages ont tous un petit peu de moi. C'est-à-dire que Erin va avoir mon côté maman poule et assez renfermée par moments à pas vouloir forcément parler de ce qui va pas et à garder pas mal avant que ça pète en fait tout simplement, avant que ça explose d'un coup. Aedan va avoir mon côté autodestructeur, beaucoup, en beaucoup plus exagéré puisque lui il y a le côté alcoolémie par-dessus, mais côté autosabotage qui peut avec beaucoup d'humour noir surtout quand il panique ou quand il est dans des situations compliquées. Donc ça, et Colline, c'est la balance, vouloir balancer tout le temps en permanence, à essayer de trouver le juste équilibre, à être toujours dans la justesse et vraiment à vouloir, alors le côté people pleaser dans le premier beaucoup, et apprendre aussi à s'écouter et pas forcément vouloir penser à qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus parfait à faire, mais aussi à s'écouter quand il a envie de dire stop, quand il a envie de prendre le lead, par exemple. Donc je pense qu'ils ont vraiment tous des blessures des blessures ou des traits de caractère que j'ai pu avoir. Et je pense que mon personnage chouchou qui arrive dans le 3 est celui qui a des plus grosses blessures en commun avec moi sur pas mal de choses. Oui, moi je confirme. Donc il faut attendre la fin de la trilogie pour. Ah, Le deuxième, franchement, honnêtement, hein, ça va être un choc pour vous. Vous allez vous dire, mais hello, c'est genre. Si vous l'avez pas vu arriver comme moi, je pense que vous allez être choqués. De toute façon, j'ai envie de dire que elle ne les brosse pas dans le sens du poil. C'est Une fois qu'on l'a lu, en fait, c'est évident que c'est lui. non pas une fois qu'on l'a lu. En fait, si, une fois une fois que ce personnage apparaît. Houdini, elle a dit Caro. C'est Houdini, c'est ça. C'est ça. On va l'appeler Houdini. Non, une fois que Houdini fait son entrée, vraiment, c'est bah oui, Houdini se planquait depuis le début, effectivement. Ah, mais le pire, c'est que c'est logique, c'est totalement logique. Et moi, j'étais dégoûtée de pas avoir Est-ce qu'il trouvé. y a des indices dans les autres tomes là? Dès le premier tome, il y a des indices? Ah, mais oui, Oui. il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est en fait, oui, c'est effectivement ça. Mais alors, je pense que peut-être que ça a été aussi réussi la partie dissimulée de son côté, parce que en bonne jardinière que je suis, je l'ai pas vu débarquer jusqu'à ce qu'il se ramène, en fait. Mais à contrario, on peut dire que c'est même une réécriture du mythe arthurien, parce que Merlin, en soi, il est beaucoup encensé dans la vie en général quand on parle d'Arthur et la table ronde, alors que dans ton livre, on peut pas dire que c'est trop le cas. Alors, il est encensé dans l'imaginaire collectif parce que il y a eu énormément de contes qui ont été mis après l'écriture initiale du mythe. Merlin l'Enchanteur de Disney aussi qui a participé énormément à cette partie-là. Il y a eu la série Merlin aussi où il a une place très alliée avec Arthur, où ça va être plus cette partie. Mais dans le mythe, moi je me suis basée sur celui-ci. Donc, qui est Légende des Chevaliers de la Table Ronde, écrit par Laurence Camilleri. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu, il est version rédigée. Donc, et il se lit facilement. Il est facilement accessible pour des enfants, etc. Et sur ce livre-là, ça reprend les origines du conte, donc depuis la naissance de Merlin, où le trait, moi, quand je l'ai lu la première fois, le trait qui m'a le plus interpellé sur Merlin, c'était son côté manipulateur. Il manipule le juge à 7 ans, même pas à 7 ans, je sais plus, à 2 ans, je crois, pour sauver sa mère du procès, en lui disant si vous ne la sortez pas de là, je vais aller balancer tranquillement vos histoires de famille. Ensuite, il va à l'avant de soldats pour aller manipuler le roi Vortigern et lui dire bah voilà, il se passe ça, se placer auprès du roi Vortigern. Il lui annonce sans problème, en détente, que Uther Pendragon arrive, qu'il va le combattre et qu'il va échouer et que Uther Pendragon va gagner et régner, ce qui se passe. Puis il rejoint Uther Pendragon et il va accompagner Uther Pendragon pendant tout son règne jusqu'à la naissance d'Arthur. Naissance d'Arthur à laquelle il a participé, entre guillemets, puisque c'est lui qui transforme
Uther Pendragon qui lui donne l'apparence du mari de la femme qui lui plaisait, pour qu'il puisse aller passer la nuit avec cette femme pendant que le mari en question est en train de mourir sur un champ de bataille. Comment t'as fait le choix de tes chroniqueuses? Alors, essentiellement, au ressenti. Ok. Qu'est-ce que- j'ai pas une chroniqueuse de la team de lancement où il n'y a pas eu un excellent ressenti en premier. C'est-à-dire ressenti sur les vidéos, ressenti sur la sincérité fournie dans les vidéos. C'était vraiment mes deux fers de lance parce que j'aime transmettre des émotions dans mes écrits et que si je choisis de faire appel à des chroniqueuses, je veux choisir des chroniqueuses où je sais que je peux leur apporter des jolies émotions derrière. Mon amour, elle est belle. Je vais tout donner, non mais de manière vous avez intérêt. C'est même pas une question. Donc voilà. Et j'accepte de me faire chasser avec des fourches, mais d'attendre de voir quand même les plot twists pour Alors voir. toi, tu es l'une des rares autrices que je connais avec Caro et que j'ai pu discuter avec vous, que vous acceptez en fait aussi les mauvaises critiques, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus pour une chronique qui n'est pas naturelle. Ah oui, tout à fait. Plus toi, je trouve peut-être, où Caro elle a un côté vraiment très très pro. Toi, t'es plus, même si vous me démontez, démontez-moi quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je considère que du moment que la chronique est sincère, donc c'est pas motivé par une envie de blesser ou une envie de revanche ou de je ne sais quoi. Du moment que la chronique est vraiment sincère, je suis prête à tout entendre. C'est-à-dire qu'on me dise, par exemple, soit j'ai pas apprécié les persos. C'est possible. Je fais tout pour que mes persos soient le plus humains possible. Donc je considère qu'il y a des chances qu'on puisse ne pas aimer même un perso principal. Me dire, par exemple, si on me dit demain, j'aime pas Erin, c'est entendable. Elle a ses défauts, elle a ses qualités, et je suis convaincue que si Colline il lui était arrivé quelque chose, elle aurait viré grande méchante du livre. Ah Parce que, oui. voilà, j'en suis intimement convaincue. Parce que alors le bien commun, oui, mais d'abord Colline. Et après le bien commun. Voilà. Hmm. Donc c'est sa vision à elle des choses. Et alors oui, elle a un côté de vouloir protéger les plus faibles, effectivement, mais d'abord son descendant. Et après l'homme qu'elle aime, et après les plus faibles. Donc, D'ailleurs, dans ton tome 2, tu t'inspires beaucoup du... Donc déjà, dans le tome 1, on a Eok, qui est aussi une histoire. Et on a, dans le tome 2, on a les Joseon Sajak. Voilà, qui est de la Effectivement, mythologie coréenne, du coup. c'est ça. Tout à fait. Bah, en fait, alors, en commençant les recherches pour le tome 1, notamment sur la partie fantôme, parce que je voulais voir au niveau des mythes ce qui se passait, ce que je m'étais noté, dans les recherches, c'est que la vision des fantômes change beaucoup selon l'endroit où on se positionne dans le monde. Par exemple, en Irlande, la vision du fantôme, c'est comme si on parlait du voisin. C'est-à-dire que c'est normal. Il n'y a pas est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils existent pas. Béquille. Ah, ben, C'est vraiment l'idée en Irlande, un château, si on te dit le château il est hanté, c'est le château il est hanté. Ils sont capables de déplacer une route et de dépenser 2 millions pour pas couper un arbre à thé. Donc à partir de là, s'ils considèrent qu'un château il est hanté, il est hanté. Il n'y a pas de question de est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas. En France, ça va être plus des côtés énergie, poltergeist, etc. Donc, t'inquiète. L'amour. Donc voilà, donc ça va être plus des côtés poltergeist qui sont reconnus côté France et un petit peu plus aussi côté USA et les énergies aussi. Donc pas il y a beaucoup plus de scepticisme sur la France par exemple qu'en Irlande sur la partie fantôme. En Asie, on va avoir du découpage de catégories pour les fantômes. C'est-à-dire un fantôme, ça peut être un fantôme de noyé, ça peut être un fantôme de pendu, ça peut être un fantôme de femme qui est morte, qui n'a pas été mariée, un homme qui est mort, qui n'a pas été marié. Il y a du business qui est fait pour marier les deux par les familles pour qu'ils passent dans l'au-delà de manière saine et sans souci, etc. Donc c'est vraiment en fonction du pays où on est que les mythes évoluent et je voulais garder cette particularité là sur le tome 2 et surtout et le tome 3 aussi un petit peu mais surtout le tome 2 où on a une unification générale notamment avec donc l'arrivée de certains mythes coréens donc les Chosun Saja qui sont des faucheurs dans le tome 2. pour toi, du coup, ça a été peut-être plus facile pour le tome 1 ou pas? Parce que d'après ce que je sais, tu as vécu quand même quelque temps en Irlande.
C'est ça. Bah alors, j'ai été très inspirée pour les mythes, notamment pour trouver les mythes qui se cachaient. Je pense à Éoc, notamment, donc les Ickwisk. Le Ickwisk, c'est vraiment un nom gaélique et c'est une créature typiquement du folklore gaélique, donc d'un cheval qui s'était réputé pour éloigner les jeunes filles, surtout des points d'eau la nuit. Euh, donc on retrouve cette figure-là du cheval qui, enfin de soit un cheval, soit un homme en fonction, où on recommandait aux jeunes filles donc de ne pas suivre un inconnu qui aurait potentiellement des algues sur la tête, qui même s'il est très très beau, parce que sinon il vous emmène dans l'eau et il veut vous manger, n'est-ce pas, aussi? Je crois qu'en fait, c'est ça qui lui arrivait. Elle a suivi la créature et c'est pour ça qu'elle nous a abandonnés. Ça, Ouais. c'est ça. Alors tu rentres pas dans l'eau, hein, sinon tu es fini manger. Et sinon, il se manifestait sous forme de cheval. Et pareil, à nouveau, ça c'était pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, avec une peau très très collante, et que si on montait dessus, on partait dans l'eau et pareil, fini manger. Donc voilà. D'ailleurs, c'est une question qu'Océane serait prête à te poser si elle était en haut avec nous. Elle est tellement amoureuse de cette créature qu'elle en est à vouloir un spin-off sur cette créature. Tu t'en sens les offres? Alors, ça, on en a. Alors, c'est. Il te colle quand tu veux et après il te bouffe. Bonjour. Et donc, du coup, alors, on est beaucoup à avoir les pieds moches, hein, au cas où. Donc, voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc, du coup, après, sur cette partie, je dis pourquoi pas. Parce que Eok a une petite particularité, c'est qu'il ne peut pas il ne peut pas manipuler et il est obligé d'obéir aux descendants d'une certaine personne. Donc ça marche sur toute la lignée. Donc potentiellement il pourrait y avoir quelque chose puisqu'on est on est quand même sur il pourrait y avoir quelque chose sur le post-tome 3, on va dire. Quelque chose comme 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, etc. Donc, voilà. 30 ans plus tard. Donc, Par voilà. contre, d'ailleurs, Ça pourrait être une option, effectivement, mais il faudrait quand même que j'arrive à voir ce qui pourrait être porteur de l'histoire, parce que si c'est juste pour faire une romance, c'est pas, enfin, s'il se passe rien de plus, disons, je risque de j'aimerais m'ennuyer. bien, Océane, te dire je veux une romance entre la licorne et le. Donc voilà, bon, on est sur un cheval qui mange, là, bon, c'est pas... Si la licorne se retrouve collée à Éoc, hein. C'est ça. Donc voilà. Non, mais ça pourrait être quelque chose qui potentiellement viendra plus tard. Mais il y a pas mal de spin-off qui pourraient sortir. Donc j'en ai 3 en tête. Donc dont celui. Ah, Mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que si je commence à les écrire, je vais me retrouver un jour, je vais me retrouver à plus sortir de là, en fait. Déjà que j'ai eu beaucoup de mal à les laisser à la fin, je sais que j'aurai énormément de mal à sortir de là. d'ailleurs, en parlant d'écriture, Triquetra, est-ce ton premier? C'est pas mon premier. Mon tout premier, je l'ai écrit à 15 ans. Et j'en parle très peu parce que je considère qu'il est pas bon. Mais il y a des grosses similitudes avec Triquetra, notamment le mythe arthurien qui était dedans. Il y avait déjà les figures de Merlin et Morgane à l'intérieur. Ah oui, donc tu étais déjà parti sur les légendes. C'est ça. Et ça s'appelait une brocéliande. Donc c'était vraiment très tourné autour de ça. Et surtout les elfes à l'époque, j'avais une obsession avec les elfes. Donc c'était les elfes et brocéliande. Donc voilà. Mais pour moi, c'était pas enfin, j'ai mis énormément de blessures à l'intérieur, de blessures d'ado. Je l'ai écrit, j'avais 15 ans, je l'ai fini à 16 et publié entre guillemets à 18. Donc voilà, c'est un livre Je dont préfère je préfère oublier. pas parler. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il a été nécessaire dans ton processus d'auteur. Oui. Processus d'auteur et processus de libération, surtout à cet âge-là, c'est l'âge où j'ai perdu mon père et mes grands-parents à 2 ans d'intervalle. Et ça a été, comment dire, ça a permis de pouvoir pas mal mettre de blessures, etc. dedans. Donc, et d'avancer aussi et de pas perdre pied à ce moment-là. C'était un choix, l'auto-édition. Oui.
C'était un choix parce que, alors déjà le premier, j'avais fait, enfin, alors à 18 ans, je connaissais rien à l'édition et j'étais partie sur, c'est ça, Exutoire, mais exactement. J'étais partie sur une maison à compte d'auteur parce que je ne savais pas ce que c'était tout simplement. Et en dehors du fait qu'ils faisaient pas de pub, etc. Bon, ça, le mauvais côté de la maison d'auteur. Ce qui me plaisait pas, c'est que le peu de retours lecteurs qu'il y avait, c'était eux qui les géraient. Et ça me plaisait absolument pas parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est-à-dire que ce que j'aime le plus, c'est vraiment le retour lecteur et les avis, les émotions qui ont été ressenties, etc. Savoir que j'ai pu provoquer des émotions par ma plume, c'est un des plus beaux cadeaux, je crois, que je puisse avoir en tant qu'auteur. Et donc, me retrouver avec une maison d'édition au milieu qui potentiellement gère toute cette partie-là, gère la partie même relation avec les chroniqueuses, choisir les chroniqueuses à ma place, etc., ça me plairait pas. Et pareil, le Triquetra, pour moi, je voulais qu'il soit d'une certaine manière, c'est-à-dire comme il était sorti. Et je me dis, si par exemple le premier, je l'avais sorti en maison d'édition, et même le deuxième, il y a un passage dans le deuxième qui semble incohérent la première fois qu'on le lit. Et en fait, il est lié au plot twist du tome 3. Alors, Et c'est un avantage qu'on a parce que bon, effectivement, c'est pas un grand secret, mais j'ai eu la chance d'avoir le 1 en service presse et de faire partie de cette team pour relancer cette saga. Donc, c'est une chance qu'on a à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, c'est que on te parle, mais en plus, on peut échanger avec toi lors de notre lecture. exactement. Et ça, c'est pour moi, c'est une expérience de lecture, même enfin, d'écriture et de lecture, autant côté auteur que lecteur, je pense, qui est vraiment extraordinaire, quoi, parce que ça permet de pouvoir vraiment creuser aussi moi, je sais que le nombre de fois où j'ai lu des livres qui me plaisaient beaucoup, je voulais parler avec l'auteur, je me disais, ça serait trop bien de pouvoir parler du caractère du perso ou autre. Ah, c'est l'avantage de l'auto-édition, c'est l'accessibilité de l'auteur aussi. De pouvoir faire un retour à l'auteur en lui disant, ah, franchement, le perso, là, il a abusé, ou celui-là, il avait raison, et puis celui-là, il aurait dû faire ci, et puis celui-là, en fait, il aurait pas dû faire ça, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment unique, sur cette partie-là. J'ai la chance de nous, les lecteurs, de pouvoir discuter avec l'auteur, l'autrice. Par contre, je crois que de ce côté-là, toi aussi, tu as eu une chance il n'y a pas si longtemps. Tu as réalisé un de tes rêves? C'est ça. J'ai pu, notamment grâce à Namour, qui est en train de faire l'andouille en bas. Il y a personne qui drague. De pouvoir parler avec Victor Dixon, qui a été en live avec aussi. Euh, tu écris de la fantaisie, mais tu es une lectrice de fantaisie? Oui, beaucoup. Je ne lis que ça quasiment. C'est-à-dire que je lis très peu de romans contemporains. Romances contemporaines, j'en lis pas, ou quasiment pas. Ou alors de la rom action, par exemple, hein, Caro. Ça, Donc, c'est le Figaro, hein. c'est ça. Mais parce qu'il y a de l'intrigue, parce qu'il y a du suspense, parce qu'il y a de l'action, et que c'est pas uniquement ouvrir la fenêtre et regarder le monde dehors. Donc ça, sinon ça va être plus ce côté un petit peu plus historique, mais j'aime bien toujours qu'il y ait de la fantaisie au milieu. Ça me manque en fait quand il n'y a pas de magie dedans, ça va vite me manquer. Et il y a eu des auteurs qui t'ont poussé dans tout ce qui est ton processus. Tu as été touché par certains auteurs. Alors, ceux qui m'ont donné envie d'écrire, il y en a deux. Il y a Christopher Paolini, qui a écrit Eragon, parce qu'il me fascinait par le travail. Il a déjà parce qu'il a commencé très jeune. Je crois qu'il avait 16 ans quand il a publié son premier. C'est ce qui m'avait motivé à écrire le premier. Parce que je me revois à 15 ans en mode bravache à dire, ah bah lui il a écrit à 16, ben moi je l'écrirai à 15. Donc ça et Rick Riordan aussi. J'aimais beaucoup sa plume et son humour. C'est lui qui m'a montré qu'on pouvait écrire et mettre de l'humour dedans et que ce soit très chouette pour les Percy Ah Jackson. ben, tu vas me taper dessus, hein. Mhm. Tu vas me taper dessus. Pourquoi? Je les ai jamais, je l'ai pas lu. Et alors la plume est vraiment pour moi la plume est vraiment très agréable. Il faut pas s'arrêter au film surtout parce que ouais Eragon ouais, c'était une merveille de mais alors, pour moi Percy Jackson et Eragon c'est vraiment deux magnifiques sagas qui se sont fait détruire par des films. La Donc série, il paraît qu'elle est beaucoup plus proche des livres. elle est beaucoup plus proche, mais à nouveau, pour moi, il me manque cruellement l'humour de Rick Riordan dedans. Parce que Percy a un humour très piquant,
dans les livres, très impertinents, qui manquent dans la série, je trouve. Ouais. Bon, bah, un jour, il faudra que je le lise. Mais pour l'instant, on en est plutôt. Alors, pour ceux qui sont là et qui n'ont pas encore lu Triquetra, le 1 est disponible, Amazon, et le 2 Aussi. aussi. Oui, le 2 aussi est disponible Mais depuis le le 3, c'est bientôt. arrive le 3 juin. Le 3 juin qui est donc pour l'anecdote, qui est la date à laquelle Erin a été exécutée au Moyen Âge. Donc c'est la Bon, date bah, surtout, d'anniversaire c'est de pas sa un mort. grand spoil, hein. Non, C'est c'est pas pas un un grand grand spoil, spoil. et nous la massacre dès le début du livre. C'est ça, c'est le prologue. Ah ouais, elle y va pas par quatre chemins, elle les torture un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. Bon, disons que les souffrances, ça va avec. Et donc, si on arrive à relancer tout ça, cette machine, et que le 3 bah, continue son chemin, Mhm. y aura-t-il la possibilité d'avoir un intégral? Alors j'aimerais beaucoup. Pas dans l'immédiat parce que bah effectivement ça a le temps de trouver déjà la graphiste qui correspondra à ce que je veux parce que je veux une graphiste illustratrice. Donc non parce que je veux arriver à trouver une graphiste illustratrice parce que j'aimerais faire des illustrations dans l'intégrale. Ça va être je vais vouloir plus travailler en fait l'intérieur de l'intégrale avec des illustrations en fonction du tome 1, 2 et 3 avec des scènes clés plutôt que la couverture. La couverture, je vais rester assez proche dans ce que j'aimerais de la saga en elle-même, idéalement en blanc, puisque Donc, tu reprendrais le triquetra. c'est ça, avec le triquetra au milieu, mais en blanc, façon un peu grimoire, etc. Mais ça va être vraiment sur Alors, un l'intérieur, peu comme sur et le comme 3, quoi. voilà, c'est Alors, ça, par comme sur contre, le oui, 3, effectivement. mais en plus Donc marqué. là, vous voyez le 3, mais en vrai, le côté un peu crème, c'est pas du blanc-blanc, hein, c'est blanc cassé. Il ressort beaucoup mieux en vrai que là, hein. C'est ça. Et en fait, il capte bien la lumière. Donc voilà. Mais et parce que le livre blanc justement fait partie a une place importante dans la couleur du enfin le grimoire blanc a une place importante dans la saga. Ouais, ça, C'est je sens que je l'apprendrai après, quoi. c'est ça. Alors c'est pas pour le coup ça spoil pas. C'est là où c'est ce qui explique ce qu'est la triquetra. On en a quelques aperçus à la fin du tome 1, d'ailleurs. On a quelques aperçus à la fin du tome 1, donc pour, on va dire, on peut comprendre à la fin du tome 1 ce qu'est la triquetra, mais sinon on en a une confirmation au chapitre 1 du tome 2. Voilà. Donc avec vraiment l'explication en long, en large, en travers du pourquoi, du comment. Donc, tu es prête à ce que cette team que tu as lancée, une fois le tome 1 lu, se lance et t'embête encore plus sur le tome 2. Tout à fait. Tout à fait. Et sur la team de lancement, c'est avec plaisir en plus que j'ai pu proposer donc là en avant-première le 3. Parce que je sais que notamment le cliffhanger à la fin du 2 est particulièrement corsé. Donc je voulais avoir aussi la possibilité de proposer à la team de lancement de le lire dans la foulée pour en avant-première. Y a-t-il des salons de prévus? Parce que c'est bien beau d'avoir une team de lancement, mais il faut aussi aller voir ses lecteurs. Et oui, alors en 2026, idéalement en 2026, donc il y a le salon le salon des Seurettes, donc où je compte bien m'inscrire. Voilà, le salon des Seurettes, le salon d'Orléans si je suis prise. Et après, à voir en fonction des autres salons, ce qui peut-être Van Dark, si pareil, si je suis acceptée. Mais je vais essayer de me lancer sur des salons sur 2026. Ça pourra aussi potentiellement me laisser le temps de proposer l'intégrale ou des reliés, etc. Donc Alors, ouais. rien pour cette année. Pour cette année, non. Pour cette année, non, parce que je m'y suis pris un peu tard, sans doute, sur les salons. J'aurais peut-être, j'avais pas envisagé en début d'année que le 3 sorte sûr et certain, parce que j'ai eu 6 mois de blocage pour finir le 3. Parce que je ne voulais pas finir. Je voulais pas les laisser. Je... Donc, je savais ce qu'allait se passer, mais je voulais pas. Je voulais pas écrire le dernier chapitre et l'épilogue.
Alors, si je me trompe pas, normalement, elles l'ont dit, les sœurettes de la romance. Alors, C'est le c'est 1er pas mai, je crois. encore ouvert pour les inscriptions, mais ça devrait être en Dordogne. Oui, en Dordogne. Et je crois que c'est au 1er mai que les inscriptions ouvrent. Et oui, je serai là aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour Bah, celui-là. bah, Donc, si on veut ça bien serait moi, bien de. Ah, voilà. Oui, non, mais de toute façon, moi, ça serait bien. Ça serait l'occasion peut-être de se voir parce que je crois que c'est à 2 heures à peu près de chez moi. Périgueux, hein. oui. Parce que la Oui. Dordogne, c'est Périgueux, donc à peu près à 2 heures de chez moi. Euh, Futur projet? Oui. Futur projet. Une saga qui va s'appeler Le Miroir et l'Étoile. Alors celui-là, j'oscille par moment entre soit il y aura 2 tomes, soit il y en aura. Par moment, je me dis allez, je fais un intégral direct, un gros bébé. Soit je bascule, soit 2 tomes, soit plusieurs, je sais pas, parce qu'en fait il y a un monde qui est assez costaud qui m'attend, et on va être sur une romantaisie dystopique, un petit peu sombre, de ce que j'ai l'impression que c'est en train de tourner un petit peu sombre. Donc voilà, avec un gros enemies to lover. Avec une bonne raison d'être enemies to lover. Du spicy, en fait, finalement, dès le tome 1. Voilà, on va être sur des personnages qui se... avec surtout une haine d'un côté plus que de l'autre. Mais dans Et la l'ensemble, tension? c'est ça, beaucoup de tensions. Beaucoup d'engueulades et beaucoup d'incompréhension puisqu'on n'est pas on n'est pas sur la même espèce entre les deux. Ah ben voilà, alors notre chère licorne qui a préféré partir avec Éoc nous demande quelle est ta femme sur le BookTok? Ou plutôt un L'amour, amour. mon amour. Ah ben ça, Maëlie, dis-toi que en fait, pour moi, je pensais pas que comme alors pour la nouvelle donc pour le miroir et l'étoile, on commence à la toute base par une histoire d'amour entre une humaine et un hologramme en IA. Et à la base, c'était censé rester plutôt côté science-fiction, dystopie, utopie, plutôt dans ce coin-là, pas forcément de fantasy. Et en fait, ça a ripé, ça a fait romantasy, avec des licornes, des dragons, des wyverns, des quoi d'autre, des fées, une carte, un monde, enfin voilà. Donc et avec un bon, alors on n'est pas sur du Grumpy Sunshine, on est plus sur du Grumpy Grumpy pour le coup. Les deux ont un caractère bien pourri. Madame a un caractère bien corsé et c'est une petite tornade. Donc qui a tendance à m'épuiser pas mal quand j'écris parce que le côté jardinier, là où Erin j'avais tendance à aller la chercher énergétiquement parce qu'elle était plus réservée. Liara me traîne. Vient me chercher, que ce soit même des fois en live, que je sois en train au boulot, en live, ou quoi que ce soit. Elle Non, a non, elle tendance part pas tout de suite, elle reste avec nous, hein. oui, oui. Mais j'ai fini le chapitre 20 juste avant. Liara, Oui, son petit prénom, a une signification, c'est cela. exactement. Liara, donc, qui est la fille d'une ingénieure IA de génie, qui est celle qui a initialement créé ce fameux hologramme à base d'IA en couleur qui a une apparence très humaine quand on le voit, qu'on peut personnaliser, etc. Et donc, elle a appelé ça, comme l'IA pour cette dame et l'hologramme IA, c'est toute sa vie, tout son univers, elle a appelé sa fille Liara. Donc, IA. Donc, voilà. Voilà Et pourquoi elle voulait pas le prénom de ma petite puce, hein. donc voilà, mais c'est les prénoms qui se sont imposés. Le prénom initial du monsieur est Matt. C'est Liara qui le choisit. Elle veut faire un trait d'humour. Elle sait pas trop si c'est pourri ou si c'est drôle. Elle l'appelle Matt. Math pour une IA. Ouais, mathématiques, quoi. C'est ça. Mais il a son prénom à lui, qui est dévoilé un petit peu plus loin. Et j'attends de voir comment tourne le livre pour savoir si ça sera le premier plot twist à l'intérieur, puisqu'il ne va pas rester IA, en fait. Voilà. Il y a beaucoup plus qui se cache derrière le simple hologramme bien poli, bien gentil. Bon, je vais, au mieux de dire des âneries, en bas, qui a envie de poser une question? Non, ça continue. Et encore et encore. Je sais que tu es un peu une personne comme moi assez casanière,
mais le côté TikTok t'a permis aussi de te révéler, de rencontrer certaines personnes. Absolument. Donc, quel est ce que tu en retiens? Le côté positif finalement de ton aventure parmi nous? Le côté positif, c'est que ça m'a pas forcé à changer ma personnalité, au contraire. Plus de pouvoir être plus confortable avec celle que je suis, parce que j'ai tendance à la cacher pas mal dehors, que ce soit au travail ou même en société de manière globale. Donc ça m'a permis d'être beaucoup plus moi-même en rencontrant des personnes avec qui je me sens bien. Donc chose que j'ai pas forcément la confiance de faire en dehors, de manière assez large, et puis surtout de pouvoir échanger avec des passionnés de lecture et des auteurs. Et les deux en même temps aussi. Donc ça permet aussi de pouvoir voir que je ne suis pas forcément seule dans mon monde, que les auteurs, on a tous nos propres tics, qu'on a des similarités aussi, pas mal avec des teams jardiniers ou plutôt architectes. Donc voilà. Ah bah C'est vas-y, assez Maï. infernal. Ben vas-y Maïli, pose-nous ta question. On est là pour ça ce soir. Oui, Nam. Mais toi aussi, Macaro. Aussi, il y a rien à râler. Mais toi aussi, tu gagnes à être reconnu. Et Alex aussi, même si elle dit le contraire. Non, mais moi, il faut me supporter, c'est déjà pas mal, hein. Mais on te Pour supporte et la on est question, alors, est-ce que le fait d'avoir écrit une histoire sur une personne qui revient à la vie est lié à une quoi? C'était trop long. Une personne qui est malheureusement plus de ce monde. Alors pour le coup non, parce que de base comme j'étais partie sur, alors j'ai pas mal de, pour le coup j'ai pas mal j'ai connu plus d'enterrements je pense que de mariages, mais je pense pas parce que c'est vraiment en fait Erin n'était pas déjà de base censée revenir à la vie. C'était pas, enfin, dans le plan initial c'était pas quelque chose que je m'étais noté. Elle revient à la vie. Puisque l'idée c'était de dire je veux voir une histoire d'amour entre un fantôme et un humain. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un gros tic avec un truc qui n'est pas palpable et un humain en fait à chaque fois au niveau du point de démarrage. Que ce Ah soit un bah, hologramme. attends, tu nous l'as fait un petit peu comme ça pour sur ton prochain, hein, parce que une IA, C'est ça. Mais alors après, pour le coup, c'est vrai, ouais, c'est le plot. On est plus sur une IA, enfin, d'apparence. Voilà. Mais oui, c'est bien Happy End. J'écris pas de Sad. Si je vois une histoire que je commence et qui finit en sad end, n'arriverai pas à l'écrire. et Parce que, ton prochain, tu sais à peu près quand est-ce que, fin d'année, début d'année prochaine, tu penses finir l'écriture? alors pour le premier jet, je pense qu'il sera fini assez rapidement parce qu'il sort à une vitesse hallucinante, qui me surprend moi-même. C'est-à-dire que je suis capable de tomber un chapitre en un jour. Euh, Après avoir en fonction de la correction, correction, couverture, tout ce qui est voilà relecture, correction, couverture. Donc plutôt, j'irai sur soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Mais idéalement, en tout cas, le premier salon que je pourrais faire l'année prochaine, il pourra venir en exclu dessus, quoi. Ah, donc pour les prochains salons que tu nous annonces, on aura la nouveauté. C'est ça. Normalement, il viendra, j'aurai la trilogie, plus donc soit alors le premier, ça c'est sûr, il sera dehors. Après, est-ce qu'il y aura le premier et potentiellement un deuxième qui aura suivi dans la foulée parce qu'ils ont l'air de vouloir sortir très très vite. C'est à voir. Parce que là où, par exemple, bah, sur Triquetra, il y a beaucoup plus de personnages aussi qui s'articulent tout le long, puisqu'on a déjà le trio de base, plus par-dessus les figures du mythe arthurien qui se rajoutent. Dont un en particulier, ce serait passé. Donc ça fait pas mal de personnages et on est en troisième personne pour Triquetra. Donc c'est assez large. Là où sur le miroir et l'étoile, c'est première personne présent, et on suit essentiellement Liara avec ses ressentis, sa vision des choses, etc. Et du coup Matt qui va se greffer par-dessus. Mais à nouveau, pour l'instant, on a que le point de vue de Liara, et j'espère avoir le point de vue de Monsieur d'ici quelques chapitres ou sur le tome 2 en tout cas. Si je me trompe pas, les couvertures, Mhm. c'est Bibi, c'est toi? C'est moi, c'est moi. Et tu Donc comptes faire pareil pour le prochain?
Alors, je m'y essaierai, voir si je peux être satisfaite de ce que j'obtiens, mais il y a de fortes chances que j'ai à me retrouver, à trouver vraiment une graphiste qui puisse me conjuguer à la fois je voudrais faire un mélange entre l'univers science-fiction, enfin, romantasy et steampunk, pour lier le tout. Donc, je pense que j'aurais besoin d'une graphiste qui ait des propositions à me faire parce que j'ai quelques idées, effectivement, mais pas forcément les capacités d'aller les mettre en œuvre. Triquetra, je voulais quelque chose qui soit vraiment très épuré et qui tourne autour du symbole. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas ce qu'était la triquetra. Je l'ai su aux 3/4 du livre. Mais il y a encore une question. Si tu devais faire un quatre mains, à qui tu penserais en premier? J'ai du mal à... Je ne sais pas trop, parce que le Tu côté... demanderais à Victor Dixon, mais non. Comment? Tu demanderais à ce cher Victor, maintenant que tu l'as interviewé. Alors, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, je sais que Caro, j'aime énormément sa plume, mais en termes de façon de travailler et d'écrire, je sais pas si on arriverait à se coordonner et à pouvoir suivre, parce que sur un côté jardinier, j'aurais peur que ça parte un petit peu par exemple, en impro de chaque côté et qu'on se dise, bah, on n'arrive pas à avoir la vision qui colle. Exemple, moi, si ça part dans une vision sur un chapitre en particulier et que sur le chapitre d'après, ça part sur une autre vision, j'ai par exemple peur que ça bloque sur cette partie-là. Donc, je sais pas si j'ai jamais fait de quatre mains et je sais pas du tout comment ça se passe d'un point de vue. Ouais, c'est ça, en médisant à écrire un livre. Donc, ou alors on en écrit un chacun. Elle s'adore. C'est de faire un mix. Donc voilà, c'est Alors, c'est ça. surtout avec les chapitres d'Élodie, parce qu'elle nous a fait de sacrés chapitres, hein. C'est ça. Mais ils sont pas aussi longs que ça en format A4. Donc non. Ah Mais ouais, c'est le côté fantaisie en fait qui ressort. c'est le côté fantasy et le côté Kindle qui a tendance à découper le chapitre en trois. Enfin, une page en trois. Donc, du coup, ça multiplie le nombre de pages sur un chapitre. Qui sont déjà assez longs, en plus. Donc, surtout sur les derniers chapitres du tome 1. Le tome 2, ça s'est un peu calmé dessus. J'ai fait un petit peu plus équilibré. Mais c'est vrai que le tome 1, les derniers chapitres, il y a énormément d'actions dedans. Et c'est là où ils sont les plus longs. Notamment sur la Kindle où ça annonce du 40 pages parce qu'il a découpé des pages en trois. Alors, Donc, question. Euh, Vu qu'elle n'est pas là, on va l'enquiquiner. Quel est le personnage qui représente Océane dans la Triquetra? mes relations avec Caro, Caro, elle a son chéri. Et toi, j'ai mon amour. Donc, c'est pas, il y a pas. Euh, elle va me tuer. Ah, Elle va me tuer, mais je dirais Colline. Pas dans le premier tome. Je sais qu'elle le trouve chiant dans le premier tome. Et il l'est. Il est pensé pour l'être dans le premier parce qu'il est très... voilà. Mais par contre, pour la lumière qui émane de Colline et pour sa volonté par rapport à même ce qu'il a pu vivre, de quand même garder le bénéfice et enfin le côté positif et d'avancer, etc. et de continuer à aimer et de continuer à être entouré de bonnes personnes, je dirais que ouais. Et hop, une, euh, une Océane ou une licorne de prévu pour le prochain? il y aura plein de licornes. Il Donc y il y aura plein de aura quelque part un peu d'Océane. auront une part essentielle du monde parce qu'on va avoir deux mondes qui vont cohabiter, notre monde et le monde de Temira. Donc où il y aura des licornes, il y aura des dragons, il y aura des wyvernes, il y aura des fées, il y aura des phénix a priori. Je dis a priori parce que j'ai fait la carte cet après-midi sur un coup de tête et j'ai découvert des choses en faisant la carte que je ne savais pas. Donc j'ai découvert qu'il y avait des phénix notamment, des fées, donc dragons, licornes, ça je savais, Donc des trolls. finalement, tu nous parles d'IA, mais tu nous ramènes dans un univers de fantasy. On est dans un univers très très fantasy et très très cliché sur les noms, par exemple, des lieux. On va avoir la plage aux sirènes. Oui, les sirènes aussi. Donc, la plage aux sirènes, par exemple.
Exactement. Et en fait, c'est le refuge des fées, la plage aux sirènes, la falaise aux wyverns, enfin des noms très, on va dire très stéréotypés sur la fantasy et qui vont se mettre en contradiction notamment avec ce qu'est le monde tel que Liara va le découvrir. C'est-à-dire qu'on est on est sur vraiment le côté dystopie. Donc il y Donc aurait quelque part deux facettes. C'est le côté miroir. c'est le côté miroir et le côté de alors elle sur son enfance son père a disparu il y a 20 ans. Il y a eu donc suite à pas mal d'événements et son père lui racontait des contes quand elle était petite. Donc ces fameux contes avec des forêts enchantées, avec des licornes, avec des dragons, avec plein de trucs. Et en fait, donc, dans ce monde-là, elle va découvrir le monde version si l'humain était entré dedans. Voilà, ce qui est pas forcément très très glorieux du coup en fantaisie. Disons qu'un humain qui croise une licorne, c'est pas voilà. Oui, une carte Non, enfin. mais il y en a qui aimeraient. Il y en a qui aimeraient, hein, qui en rêvent, hein. Ouais. Il y en a Euh, mais là ça va être plus voilà côté dystopie et côté pas très très positif des choses donc voilà. la team de lancement est-elle au complet? Il y a encore des places jusqu'à je dirais on peut si je croise des personnes qui sont intéressées qui veulent rejoindre c'est à voir si ça match moi c'est avec plaisir puisque Donc là les amoureux de la fantaisie? Hmm. Les amoureux de la fantaisie? Des amoureux de la fantasy, des curieux aussi parce qu'on rentre pas sur un univers high fantasy avec Triquetra, on est plutôt sur un équilibre entre le moderne, les contes qui se distillent je trouve plutôt assez doucement en termes d'entrée en Donc, matière. moi, il me fait plus penser à du fantastique, du coup. Ouais, alors du fantastique, on va avoir des mondes un petit peu séparés. Le deuxième est plus axé fantasy. Le troisième surtout. Plus axé Parce fantasy. que le premier, effectivement, nous avons notre monde où on est ancré, donc actuel, et C'est nous ça. avons au côté, tout ce côté Avalon, C'est ça. Exactement. On va avoir Avalon. et Poire On de va l'autre côté avec les créatures. c'est ça. En fait, on va avoir plusieurs mondes. On va avoir donc notre monde classique où il n'y a pas de magie à proprement parler. Il va y avoir un petit peu des fantômes qui traînent, mais rien de très très magique si qui se promène dedans. On va avoir donc Avalon, l'île mystique du mythe arthurien, et on va avoir le Shid, donc qui est le monde des fées dans la mythologie celte. Donc qui est là où on retrouve Dana et toute la clique. Il y aura encore plus ce côté avec les dieux, les déesses. Alors, les dieux et les déesses du panthéon celte, non. On a Dana qui reste. Par contre, les autres ont déserté, vraiment. Ils ont fait une désertion. Ils ont laissé Dana se débrouiller avec son Cid et en mode, bah, nous, on s'en va. Par contre, on va avoir des Je dis pas panthéons beaucoup, hein. par contre, on va avoir des panthéons d'autres mythologies qui vont se joindre de par le déroulé de l'histoire. Donc, dans le tome 2, le panthéon coréen, avec les enfers notamment coréens, parce qu'il y a énormément de figures mythologiques et de divinités dans ce panthéon-là. Mais là, on va avoir un petit bout des enfers qui va se déplacer qui va se déplacer dans le Cid pour aller voir Erin, notamment. Et avec les Ah oui, fameux non, mais il faucheurs. faut toujours lire. Non, mais je suis en train de lire les commentaires, donc effectivement, c'est toujours mieux de lire un livre si on veut en parler, hein. Effectivement. Sur la team de lancement, en tout cas, la demande, c'est de lire au moins le tome 1 avant le 3 juin pour pouvoir, et après de laisser un avis Amazon qui soit sincère, tout simplement. Et après, si vous voulez faire des vidéos autour, si vous voulez partager, faire des chroniques, etc., c'est à votre bon plaisir et à votre bonne liberté, tout simplement. Alors, on a déjà la chance d'avoir l'autrice parmi nous, donc si on faut pas hésiter, il faut lire et puis échanger avec elle, c'est quand même le mieux. C'est ça. Moi, c'est entièrement ouvert pour toute la partie échange, etc. Au contraire, je suis ravie de recevoir des retours en cours de lecture. Et après, voilà, je suis toujours, ça me fait plaisir en fait de voir si quand vous arrivez à vous approprier l'histoire et à rentrer dedans et à avoir à cœur aussi le destin des personnages ou à cœur leur malheur pour certains. Oh, Donc,
Il n'y a pas de Donc, malheur avec les grandes découvertes. On il part y en en a un voyage qui avec amène bien moi. du malheur, hein. Donc, désolée, moi je suis une lectrice de fantaisie, donc pour moi c'est voyager. On sort de notre quotidien, on s'envole et on part ailleurs. Donc même si c'est pas toujours rose, c'est toujours mieux que ce qu'on a chez nous. Je suis pas méchante. Mes personnages ont tendance à faire ce qu'ils veulent et à se mettre dans la panade tout seuls. Mais c'est pas... Attends, 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 attends. C'est pas notre faute s'il y en a qui ont un passé et des descendants, des ascendants plutôt, qui leur a pourri la vie et qui ont besoin de d'être heureux un petit peu. Donc, je défends Aidan, je défends Aidan. Parce Il va que, bon, vraiment. effectivement, il a tout pour qu'on le déteste. Donc, c'est pour ça que c'est le côté un peu moraligré. Donc, il a tout pour qu'on le déteste. Mais finalement, enfin, pour ma part, je me suis attachée à ce personnage. Et ce côté un peu torturé, ben, le rend attachant. Parce qu'il a quand même beaucoup de qualités. Aussi. Ah, pour le tome 2, c'est assez piquant, c'est assez corsé quand même. Et le tome 3, c'est l'envolée vers le final. Pour voir la différence. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas toujours l'habitude de lire de la fantaisie. Après, je pense que c'est une prise de risque de la part des auteurs, des fois, de pas, pas torturer, mais même quand on sacrifie un personnage, moi, je trouve qu'il y a quand même, voilà, l'auteur ose quelque chose et des fois, bah, nous, on est triste, mais c'est que ça marche en fait. Parce que si on s'attache au personnage et qu'on nous fait tout un tas de choses et que nous, on n'est pas bien, c'est que c'est bien écrit. Absolument. Et puis après, il y a aussi, pour moi, je suis pas partisane des sacrifices pour sacrifice. Bon, ah, non, alors, si j'avais pu faire passer Merlin au sacrifice, il y serait passé depuis un bail. Euh, mais je l'ai loupé. Donc voilà. Mais disons que pour moi, quand il y a un, donc quand disons que quand il y a une partie, oh merci beaucoup Candice. Quand il y a une partie mort ou sacrifice, j'aime pas les morts inutiles. En fait, s'il doit y avoir une mort de personnage, quel qu'il soit, je veux pas qu'elle soit inutile. Je veux pas que ce soit juste pour faire sensation en disant bah voilà j'ai zigouillé un perso, ça fait parler. C'est il y a une construction potentielle derrière, si même ou même si c'est enfin je parle vraiment même un personnage secondaire. Un personnage secondaire qui va y passer, il y aura quand même eu une raison derrière qui est abritée et qui est compréhensible sur la lecture. Tandis, ça Donc peut être des questions, qui sait? Bah, sinon, tu tires la chasse, ça serait bien, hein. Déjà, heureusement qu'on n'a pas l'odeur, hein. mais déjà c'est J'adore les commentaires. refus. Je fais le vieil. Donc Non. Ah bah oui, non, mais attendez, vous êtes ravissante dans les commentaires. Comment faire plus et mieux? Ben Elodie, je suis ravie, mais j'étais un peu stressée parce que bon, ben, il y en a une qui nous a lâché un peu en cours de route. elle était occupée, il fallait libérer l'espace Ouais, interne. ouais, ouais. Donc voilà. Mais oui, non, Je non, me non, mais demande c'est si elle a pas un peu organisé son truc, elle aussi. non, mais t'as vraiment bien géré au niveau des questions, Alex. À Ben la oui. prochaine fois, Gizzy Call. J'en sais rien. On verra, il y aura peut-être une autre fois. Pour l'instant, ben, merci à toi. Je sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions avant qu'on se quitte. En moins pour ce live. Après, peut-être quelqu'un veut reprendre autre chose. Ah, oh, ouais, le top du top. Mais en partant de... Il faut bien monter un jour. Ah, merci Candice. Non, mais Allez, je crois qu'en tant que Hello, il n'y a pas de question. Je crois que tout le monde t'adore et que maintenant, ils n'ont plus qu'à venir te découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. c'est ça. Et après m'engueuler. Oui, réponds à ma question. Ben vas-y, pose ta question. Elle t'a demandé si tu acceptais de faire le live avec Caro mercredi. Alors, c'est pas une question pour Elodie, ça. Elle a dit question, elle a pas précisé pour qui. Bah, je sais pas, est-ce que Caro, elle, déjà, elle veut?
Parce que pour faire une interview, il faut être deux, voire trois. Parce que si Miss Licorne pouvait venir, ce serait encore mieux, je pense. Elle a dit oui, Caro. Ah, Carole a dit oui. Ah là là, on va souffrir. Ou on va les faire souffrir. Ah, Caro, décide, décide. Alex toute seule. Non, bah non, ça vaut pas le coup, là. Il nous faut un auteur, il nous faut un auteur. À mettre sur le grill. Et puis après, c'est moi qui stresse avant, pendant, et après. Et après, on souffle. C'est ça. Après, Oh, bah, apéro. l'avantage qu'on a, c'est finalement, on se connaît. Les Oui. chances, parce que je trouve quand même que c'est énorme, 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 énorme. Moi qui suis là depuis environ un an sur le BookTok, qui ne pensais à rien du tout, me retrouver à pouvoir discuter avec des auteurs et des autrices, je pense qu'on a une chance énorme à notre époque parce qu'on n'aurait jamais fait ça. C'est la croix et la bannière déjà pour avoir un salon près de chez soi. Oui. Quand on peut y aller et rencontrer des auteurs, c'est déjà top, mais on passe quoi, 2-3 minutes et on stresse et on n'arrive même pas à peine à dire bonjour. Alors là, c'est du bonus quand on a des auteurs qui nous. Bah, ça va faire un peu plus d'une heure quand même qu'on est ensemble, donc super. Tout à fait. Alors, les Candice, alors du spicy, tome un, non. Tome 2, un petit peu plus, mais c'est jamais détaillé. Et tome 3, c'est un peu plus chaud au niveau du tome 3, mais toujours pareil, pas détaillé extrême. Tout simplement parce que je pense que ça n'aurait pas collé avec le tempérament d'Erin et avec la narration à la troisième personne sur cette partie-là. Mais par contre, il y a beaucoup plus de tension dans le 3 puisque je dirais Monsieur est assez il prend les choses en main. Voilà. Donc Alors pour le spicy, on va le dire tout de suite, faut attendre le prochain. c'est ça. Donc le tome 1, il y en a pas parce que tout simplement Erin a d'autres préoccupations dedans. Elle revient à la vie après des siècles en tant que fantôme. Elle a d'autres préoccupations que voilà et puis on lui laisse pas l'occasion non plus dans le tome 1 de d'avoir du spicy. Puisque Bah, voilà. elle a d'autres préoccupations, comme tu dis. Effectivement, il y a peut-être le côté cohérence et évolution des personnages sur les 3 tomes. C'est ça. Et puis peut-être qu'elle aurait pu éventuellement aller vers du spicy si, si Si elle avait été un peu plus, à une époque un peu plus délurée. Non, j'aurais tendance à dire que s'il n'y avait pas eu une certaine personne, peut-être qu'il y aurait eu spicy plus loin. Ah, ben, voilà, il y en a qui aimeraient une relation Morgane-Arthur, voilà. Non. Non, 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 non. Non, pas Morgan Arthur, non. Pas... Voilà. Alors, je sais pas encore quel sera l'avenir pour Morgane, mais c'est vrai que sur le tome 1, en tout cas, moi, c'est un personnage que j'ai apprécié. Parce au contraire, sur beaucoup de choses, comme tu pouvais dire, sur certains mythes, elle est quand même décriée comme étant mauvaise quelque part. Effectivement. Là, c'est un peu une femme assez posée, assez calme, réfléchie, et qui est dans, pas l'acceptation, mais le fait d'aider l'autre, on va dire. Je suis un qui fait le couillon, hein, on va Je pas se le suis cacher. d'accord. Je suis d'accord avec Candice. Moi aussi, je veux ces dons pour faire la vaisselle, la cuisine en un claquement. Je veux. Ah oui, qui n'aimerait pas? Mais oui. Ah ça, on en est toutes deux là, malheureusement, ça revient souvent et un petit peu de magie. Mais en fait, la magie, on ne l'a pas au quotidien, on est obligé de faire notre vaisselle. Mais si vous voulez de la magie, n'hésitez pas à aller découvrir Elodie. Oh, c'est une belle conclusion. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Tu veux Et faire le merci. générique de fin? Bah viens, bah, fais le générique de fin, l'amour. Tu veux faire le générique de fin? Eh bien, arrive avec nous alors. Canaillou. Elle est passée où celle-là? Un, deux, trois. T'as jamais tourné les pages sincères et tu fais croire que t'es bibliothécaire. Il rigole. Je vous aime. Et Alex, t'as tellement géré, tu t'imagines même pas en fait. Oui. Vraiment Non, mais que tu émotionnel. en quand on est à deux.
Non, non, non. Je pense qu'en fait, il faut que tu prennes confiance en toi parce que t'as tellement géré. Je pense que tu te rends pas compte de tes qualités. Et on a tous envie de voir le live avec Caro mercredi soir. Honnêtement, tu gères seule. Prends confiance en toi. T'es une femme en or. Oui. Je crois que je vais pas avoir le choix et que Caro, tu n'auras pas le choix. Il y en a une, elle a mis son grain de sel. Oui, elle a été hyper pro même. Elle nous a pris une petite voix de téléphone rose, genre, je crois que t'as écrit un tome 3. Mais t'as géré, t'es merveilleuse, Alex, vraiment. J'essaye de les alpaguer, tu sais, de leur dire venez, venez. Non, mais t'es merveilleuse. Je vais t'offrir un stylo un peu mieux, mais t'es merveilleuse. Ah, non, 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 c'est le stylo de Lady. Ah, bon, bah ça va alors. Garde-le. Voilà. Je vais t'offrir des lunettes, comme Je ça me fait suis secrétaire. dit, si tu veux faire, bon, j'aime pas ce terme, une bonne chroniqueuse, ben, il faut prendre exemple sur Non, les mais plus grands. on va faire ça. Moi, je te pêche des auteurs à interviewer et toi, tu fais les interviews, ok? Non, mais ça va pas. Mais non, t'es super là-dedans, tu te rends pas compte. Mais la meilleure, ça reste toi de toute façon, Mais ma jamais, licorne. arrête de dire ça au bout d'un moment. Ah, Hello, t'en as pensé quoi du live avec Alex? Honnêtement, je t'ai trouvé calme, déjà. Je t'ai trouvé très pro, avec des super questions, et très agréable. On est Et tous, puis, le D'accord. travail. on est tous bien à notre manière. En fait, il y a pas de plus, il y a pas de moins. Ben non, on se complète entre nous. Non, bah t'as pas besoin de personne pour te compléter, t'es déjà bien. Vive Bon, Alex! Tu vois T'as qu'on s'en fout jamais de tourné Paris. une page sincère et tu fais croire que t'es bibliothécaire. Ça va être le générique de fin du live à chaque fois. donc en fait, elle nous fait les intros et elle nous fait la fin. Oui, c'est ça. Ok. C'est qu'un Bon, acteur et on dans va un devoir faux mystère. terminer. Toudoum, toudoum. Et puis, Merci bah, d'être venu bisous, sur ce bisous. live. Donc, le JT de 22h27 va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon live avec